Bonsoir à tous. Merci de reprendre avec nous ce cycle des rencontres des Gobelins, aujourd'hui dédié à une thématique autour de décorer les demeures historiques. C'est un cycle qui est coproduit ou fait avec Jörg Abelling ici présent, Ulrich Leben et Jean-Jacques Gauthier et moi-même. Et nous avons commencé de l'année à essayer de faire à la fois un bilan, une rétrospective de ces 50 dernières années d'une histoire des restaurations des arts décoratifs, puisqu'on s'est rendu compte que c'était un sujet qui est peu abordé. C'est comment en 50 ans on a abordé la restauration, comment penser, restaurer les arts décoratifs dans les demeures. Et plus particulièrement, on s'est rendu compte aussi qu'on connaissait de noms de magnifiques demeures à Paris ou ailleurs, mais que malheureusement, pour X raisons, on ne pouvait pas toujours y rentrer, et c'était notamment le cas des ambassades. Alors là, ça renvoyait aussi à mon parcours plus personnel, puisque j'ai passé quelques années à Rome. À Rome, comme vous le savez, il y a beaucoup de choses françaises. Et toute restauration des demeures, des propriétés françaises, doivent être faites en collaboration avec les Italiens. Évidemment, ce genre de collaboration est toujours très agréable, mais aussi pose parfois des incompréhensions, pose parfois des visions différentes de l'usage, de la décoration et de tous ces éléments-là. Donc je ne dis pas qu'on va aborder ces questions-là ce soir, mais moi ça me semblait intéressant de voir que restaurer, c'est pas simplement j'allais dire mettre quelle couleur de papier peint ou quelle couleur de tissu. Derrière, il peut y avoir des enjeux de goût, donc de culturel, des enjeux de fonction, de fonctionnalité. Une salle de réception qui doit accueillir 100 personnes debout en cocktail, ben, c'est pas la même chose qu'un musée. Il faut penser des tissus, il faut penser le nettoyage, il faut penser les coudres de nettoyage et tous ces éléments-là. Donc ça me semblait intéressant de montrer et d'indiquer en tout cas qu'une restauration, ça implique des questionnements d'usage qui sont à la fois totalement contemporains et totalement historiques, puisque ces usages ont été aussi un usage de vie de cour, on peut dire, de vie politique, existe depuis presque la nuit des temps. Donc voilà un petit peu, alors on va certainement pas aborder toutes ces questions-là ce soir, évidemment, mais c'est un peu la résonance que peut donner cette diplomatie de la réception. Évidemment, le mot réception prenant tous ses sens, à la fois diplomatique, mais aussi festive. Donc on va commencer tout de suite avec le premier intervenant, qui est Jörg Ebeling. Jörg, que je connais depuis quelque temps déjà, a soutenu en 2001 une thèse sur le tableau de mode de Jean-François de Troyes. Il a ensuite travaillé depuis 2002 sur le projet de Palais du Beauharnais, à l'ambassade d'Allemagne à Paris, et sa restauration. Il est directeur de recherche au Centre allemand. Et il travaille actuellement sur un projet sur Jérôme de Westphalie et la famille d'Alberg. Et enfin, il est actif dans la société Mobile en Allemagne, et notamment pour l'accueil et le développement des recherches de jeunes chercheurs. Je lui laisse tout de suite la parole et n'oubliez pas de bien parler devant le micro. Merci. Oui, bonsoir mesdames et messieurs, merci pour l'invitation, ou l'auto-invitation si je puis le dire, comme j'organise aussi ces journées. Je parle aujourd'hui d'un sujet sur l'hôtel de Beauharnais qui m'est très cher parce que ça fait déjà depuis 2002 qu'on travaille sur la restauration de ce lieu magique que certains de vous connaissaient probablement. C'était l'année dernière qu'on était la première fois ouvert pour les Journées du patrimoine. Ça fait 40 ans que la maison était plutôt fermée et comme ça sert comme résidence de l'ambassadeur d'Allemagne en France. Et Madame l'ambassadeur Wasum-Reiner, elle a décidé l'année dernière d'ouvrir pour la première fois l'hôtel de Beauharnais pour les Journées du patrimoine. Et c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et on avait énormément de monde qui venait dans une journée. Si vous voulez visiter, ça je dis tout de suite au début, il y a des visites libres qui sont proposées chaque lundi. Il faut s'inscrire sur le site web de l'ambassade et il y a une dame magnifique qui va vous faire une visite guidée de l'hôtel de Beauharnais. Comme ça, vous voyez en nature ce que moi je vous montre aujourd'hui sans images. Le palais Beauharnais,
que porte ce nom depuis le début du 19e siècle. C'est naturellement une maison plus ancienne. Ça a été construit par Germain Boffrand vers 1713, vendu au marquis de Torcy. Ça portait le nom de l'hôtel de Torcy. Après le milieu du 18e siècle, ça portait le nom de l'hôtel de Villeroy. C'était un saisie révolutionnaire en 1803 après la Révolution française. C'est le jeune Eugène de Beauharnais qui achète le palais et qui le fait décorer surtout avec sa mère et avec sa sœur au goût du jour et avec des moyens très considérables. Pour raccourcir l'histoire, après le chute de l'Empire, c'est le roi de Prusse qui vient avec les troupes alliées à Paris, qui prend d'abord son headquarter dans l'hôtel de Beauharnais, ou le palais, comme nous on l'appelle en Allemagne, parce que partout dans les sources, on parle de palais Beauharnais, comme Eugène faisait partie de la famille impériale. Alors je mélange parfois les deux nominations, vous m'excusez. Et en 1814, le roi de Prusse, qui vit plusieurs semaines dans cet hôtel, qui était extrêmement richement décoré, il retourne en Prusse et à la fin, Eugène de Beauharnais, qui était forcé de prendre son exil à Munich et qui devient là-bas le duc de Leuchtenberg, il pense que c'est mieux de vendre cet hôtel parce qu'il ne peut plus retourner à cause de la restauration en France. Et le roi de Prusse, avec ce souvenir de 1814, en 1817, il décide d'acheter l'hôtel de Beauharnais et il fait surtout savoir à ses interlocuteurs à Paris qu'il veut l'acheter avec le mobilier tel qu'il l'a connu en 1814. Ça, c'est quelque chose qu'on a appris aujourd'hui par des échanges de lettres entre Eugène et son intendant ici à Paris. Et c'est très important pour comprendre après la suite de l'histoire de ce lieu qui, à partir de 1818, c'est la signature de l'acte de vente au roi de Prusse, qui l'achète avec ses moyens privés, mais ça devient tout de suite la légation de Prusse. Après, c'est l'ambassade de l'Empire allemand et c'est utilisé comme ambassade jusqu'en 1944. Alors, c'était aussi un lieu où il y avait Abetz sous le Troisième Reich comme ambassadeur quand il y avait l'occupation. Alors, avec un passé très très lourd pour les relations franco-allemandes. En 1944, quand les Allemands quittent Paris, ça a été géré pendant une année par la Suisse et en 1945, c'était repris par la France comme bien de réparation pour la guerre, la Deuxième Guerre mondiale et utilisé par la France surtout d'abord pour le ministère des Affaires étrangères qui avait un annexe là-bas, après d'autres ministères et c'était géré aussi pour un certain temps par le Mobilier National. Et c'est seulement à la signature des traités d'amitié des Élysée-Verträge entre l'Allemagne et la France que le général de Gaulle rend ce palais à l'Allemagne qui retrouve en 1963 ce lieu extrêmement riche avec un passé très 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 lourd pour l'Allemagne dû à l'occupation. Et à la fin, en 1963, commencent d'abord les premières réflexions. Qu'est-ce qu'on fait avec ce lieu? Parce qu'il y avait déjà une autre ambassade et l'Allemagne décide, comme c'était un cadeau quand même extrêmement généreux et le point qui marquait le plus cette nouvelle entente entre ces deux nations, l'Allemagne décide de créer dans ce palais seulement la résidence de l'ambassadeur. Et avec l'aide de deux architectes et les monuments historiques français, l'hôtel était classé monument historique en 1951, quand ça a été occupé ou utilisé par la France. Et en 1903, commencent les grands travaux de restauration. Pendant 3-4 ans, on restaure tout le palais qui était dans un état très pitoyable parce qu'il était construit sur le sable du bord de la Seine. Du coup, il y avait des problèmes de stabilité. Il y avait, par exemple, entre l'escalier et le mur, il y avait un petit gap de presque 10 cm. Et la première chose qu'on faisait dans les années 60, c'était d'abord de mettre toute la maison sur un lit de béton pour le sauver de s'effondrer. Et après, on travaillait aussi sur les intérieurs avec l'aide d'un décorateur, un restaurateur, Jean-Paul Leder, qui travaillait beaucoup pour le gouvernement français à Fontainebleau, à l'ambassade de la France au Canada, et qui aidait le gouvernement allemand à trouver
des soieries, à restaurer les intérieurs, etc., dans une vision de décoration des années 60. Depuis 1968, c'était l'ouverture officielle de ce palais, l'hôtel de Beauharnais était utilisé comme résidence et en 2002, il y avait un ambassadeur, M. von Ornschjöld, qui voulait à l'époque rétisser des soieries d'un salon et qui faisait connaissance de mon ancien directeur, M. Getkens. Et les deux montaient d'abord un projet scientifique sur ce palais avec des travaux des archives. Et c'est là où moi et mon collègue Ulrich Lem, qui malheureusement n'est pas là aujourd'hui, sont entrés dans cette affaire. On a fait d'abord des travaux de recherche et on a mis une organisation sur ce projet de travailler sur l'histoire et la restauration de ce lieu. Une organisation qui, pour la première fois depuis l'existence de cet hôtel, qui consistait à créer un conseil scientifique. Ça veut dire, nous, on travaille avec des collègues de Fontainebleau, Versailles, du Mobilier National, etc. Il y a par exemple le grand spécialiste de l'Empire, Bernard Chevalier, qui fait partie et qui nous guide dans nos choix. Moi, je travaille au Centre allemand d'histoire de l'art. Nous sommes liés avec un contrat à l'ambassade et on propose des restaurations à l'ambassade pour certaines pièces quand ça nécessite une restauration. Après, dans l'organisation, vous avez naturellement l'ambassade telle qu'elle, avec toute l'administration, avec l'ambassadeur qui vit dans ce palais. C'est tous des interlocuteurs avec qui il faut s'entendre, avec qui il faut échanger les informations. Et ça, naturellement, comme Marc l'a dit, c'est aussi des points qui sont très importants pour nous parce que c'est un lieu qui méritait pour sa valeur artistique et historique d'être un musée, mais qui est un lieu qui est utilisé quotidiennement, comme le Palais d'Élysée, comme Matignon, et aussi l'hôtel de Beauharnais. Tous les jours, il y a des réceptions, il y a des concerts, il y a des réunions des ministres ou autre chose. Du coup, ce que nous on fait dans le palais doit aussi, d'une certaine manière, toujours s'adapter à cette utilisation quotidienne. Et ça, c'est un défi, mais par contre aussi quelque chose qui est très intéressant et qui nous lie, par exemple, aux collègues dans les autres ambassades, soit les États-Unis, soit l'Angleterre, ou aussi les collègues de Mobilier National, parce qu'on est confrontés tous avec les mêmes problèmes et on essaie toujours de trouver aussi les meilleures des solutions pour arriver à préserver un mobilier digne d'un musée, mais avec une utilisation quotidienne. Je vous montre un peu certains axes qui nous préoccupent le plus en ce moment. C'est surtout l'hiérarchie des pièces. Dans les archives que nous avons pu consulter, on a trouvé l'inventaire qui était établi lors de la vente de l'hôtel de Beauharnais au roi de Prusse, qui datait de 1817. Et dans cet inventaire, l'intendant, il faisait vraiment l'état bien de toutes les soieries, des mobiliers, etc., qui se trouvaient dans l'hôtel de Beauharnais à cette époque-là. Quand on parle d'un état historique, 1817, pour nous, c'est un état très précis, mais par contre, c'est plus, pour ceux qui connaissent l'histoire du lieu, c'est plus l'hôtel que Eugène de Beauharnais a forcément connu, parce que depuis 1814 jusqu'à 1817, il s'est passé énormément de choses. Il y avait les décès de l'impératrice. Il y avait des mobiliers, Eugène, il hérite Malmaison, il y avait des mobiliers de Malmaison qui étaient envoyés à Paris et vice-versa. Il y a les autres châteaux il y avait des meubles qui ont été envoyés de Navarre à l'hôtel de Beauharnais. Et il y a surtout énormément de mobilier et des objets qui ont été envoyés de Paris à Munich dans l'exil d'Eugène. Alors nous, on a notre état, c'est 1817, et on a établi il y a presque 15 ans avec notre conseil scientifique et avec les monuments historiques, cette idée de recréer où c'est possible dans les pièces qui ont gardé le décor de l'époque de l'Empire et surtout le mobilier qui va avec, de recréer les intérieurs d'après cet inventaire de 1817. Une de nos préoccupations, c'est par exemple l'hiérarchie des pièces qui se lit très, très, très évident dans l'inventaire. On avait des vestibules qui étaient décorés moins, il y avait des grandes pièces d'apparat qui étaient décorées très richement.
Dans les années 60, on mettait des soirées très très riches partout, on avait énormément de moyens, mais on ne respectait pas cette idée-là. Et nous, par exemple, vous voyez ici le plan de l'hôtel qui a été établi aussi en 1817 pour Eugène de Beauharnais, pour le roi de Prusse, et vous voyez ici le rez-de-chaussée. Ça, c'est par exemple, c'est la première pièce qui est le vestibule, qui est une restauration complète des années 60. Comme je vous avais dit que la maison avait énormément des problèmes de stabilité, alors dans les années 60, on a premièrement renouvelé presque tous les sols et tous les plafonds. Ça fait en sorte qu'ici, vous avez un aspect assez nouveau pour tout ce qui est le marbre. C'est aussi très joli. Et dans les années 60, il y avait le décorateur, M. Leder, qui mettait par exemple à l'entrée déjà tout de suite deux candélabres richement décorés en bronze doré, qui, d'après cette hiérarchie des pièces, ne devraient pas y être. Depuis 15 ans, on n'a pas réussi à les mettre ailleurs parce que ça ne fait pas partie, par exemple, des pièces historiques qui faisaient partie de la collection d'Eugène de Beauharnais. Il y a énormément de pièces que nous, on peut maintenant voir dans les archives qui arrivent plus tardifs dans les collections, aussi en style empire. Et bon, il en reste aussi de l'époque d'Eugène, mais seulement pour vous dire, ça c'est le vestibule. On aimerait bien, même si sur la photo ça ne se voit pas, mais on aimerait bien enlever les bronzes dorées pour après les mettre dans les salles d'apparat pour qu'on a ce sentiment comme on l'avait au 19e siècle quand on traversait les pièces. Ça veut dire vraiment des choses plus simples jusqu'au grand salon. Ça, c'était la deuxième. Vous pouvez toujours suivre la visite ici sur le petit plan qui est en bas à droite. Ça, c'est le deuxième ou le premier antichambre de l'appartement de Eugène qu'il avait au rez-de-chaussée. C'était une pièce qu'on a décorée il y a 5 ans, restaurée il y a 5 ans avec les monuments historiques, et où on a recréé, par exemple, les draperies telles qu'elles étaient décrites dans l'inventaire de 1817, à savoir dans un coton, c'est une tête renversée en coton blanc. Il y avait des soieries très très riches avant, et on veut comme ça recréer cette idée d'un hôtel particulier du 19e siècle. Le deuxième salon après, là vous voyez déjà cette suite des pièces, c'est le salon en verre qu'on a pu restaurer en 2002-2003 quand on a commencé notre projet. L'idée c'était, je vous montre la photo après, ça c'était les couleurs qu'il avait avant. Les mobiliers qui est décrit dans l'inventaire de 1817 que le salon a gardé en complet. Il était partagé entre deux salons. L'un était couvert d'une soie très pâle en vert, l'autre en apricot. Et ça, c'était une volonté politique des années 60. Quand le palais a été redonné à la République fédérale d'Allemagne, elle siégeait à Bonn, une modeste, très charmante ville, mais qui n'a rien à voir avec le faste que vous voyez aujourd'hui dans les installations du gouvernement allemand à Berlin. Et l'idée de récupérer cette maison avec ce passé lourd et surtout avec cette richesse, ça a un peu gêné quand même les administrations officielles. On était quand même content de le retrouver parce que c'était quelque chose que le roi de Prusse avait acheté, ça avait un passé. Du coup, l'Allemagne a toujours essayé de regagner cet hôtel au cœur de Paris. Mais par contre, quand c'était fait, les travaux et les discussions sur les couleurs, etc., montraient quand même qu'on était un peu l'idée qu'un ambassadeur d'une République fédérale d'Allemagne puisse siéger, vivre dans ce grand palais si richement décoré. Ça gênait un tout petit peu. Et du coup, on a fait un choix volontaire, par exemple, sur le coloris des soieries. On choisissait des coloris plutôt pâles et considérés un peu plus moins clinquants que ce que nous connaissons aujourd'hui de l'époque de l'Empire, qui est par exemple ce verre-là qu'on a découvert dans l'inventaire de 1817, où c'était marqué qu'il y avait un verre d'un gourou avec un gourou en verre, etc. On a fait des recherches sur les soieries dans le mobilier national et dans les collections des anciens palais impériaux. Et
c'est pour vous un peu décrire notre approche. Nous avons malheureusement pas des échantillons qui étaient préservés, qui étaient vraiment dans le palais au temps d'Eugène de Beauharnais. On a seulement la description dans l'inventaire de 1817 et par cette description, on cherche des équivalents dans des demeures qui étaient pour la plus grande partie quand même occupées par la famille impériale ou qui étaient de la même époque. Pour cette pièce-là, vous avez vu que c'était un vert très pâle. On a choisi ici un vert qui était tissé ou coloré pour l'empereur, pour le grand Trianon, avec un damas, un gougourand qui s'est trouvé à Fontainebleau. Alors un mélange de deux vérités historiques, si vous voulez, mais quand même qui nous aide à s'approcher d'une certaine vérité historique, même en sachant complètement que pour les soieries, c'est d'une certaine manière une invention de notre part pour recréer un lieu, pour recréer ce faste que Eugène de Beauharnais a pu connaître. Ce qui est d'origine dans cette pièce, c'est complètement les boiseries, les tableaux et le mobilier. Et ce salon-là a gardé pour 95% l'état tel qu'il était décrit en 1817. Vous avez vu, ça c'était la troisième pièce de l'appartement qui était sous Eugène, une chambre qui change déjà au 19e siècle plusieurs fois la destination, qui était salle à manger, bureau de l'ambassadeur, etc. Et ça, seulement pour vous expliquer, on parle de restauration. On ne va pas s'amuser ici à recréer une chambre parce que tout le mobilier a disparu. La seule chose que cette pièce a gardée, c'est une table console dont on a aussi changé le coloris et une cheminée. Et depuis la fin du 19e siècle, c'est utilisé comme salle à manger. Et ça, c'est une pièce où nous-mêmes, on va garder cet état-là tel que nous l'avons trouvé. La pièce qui est au milieu, que vous voyez, quelque chose de très spécial de l'hôtel de Beauharnais et aussi de ce Eugène de Beauharnais qui est un personnage très sympathique, il faut le dire, et très érudit, qui était un grand bibliophile avec une grande collection. Et il a mis sa bibliothèque privée au centre de son palais. C'est une bibliothèque, vous voyez sur la photo à gauche, comme on l'avait trouvé il y a 15 ans, qui était peint en blanc, rehaussé un peu en or, mais qui a gardé quand même le mobilier décrit dans l'inventaire de 1817. Et quand on a restauré le salon vert, on a fait des toutes petites sondages de peinture sur les portes, ce que vous voyez en haut à droite, et on a recouvert la polychromie de l'époque d'Eugène, quelque chose qui a quand même surpris tout le monde parce que l'hôtel de Beauharnais se trouve dans tous les livres sur le style empire, toujours avec des coloris très 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 clairs, et pour les boiseries et pour les soieries. Et ça a amené même certains historiens de l'art dans les années 60-70 à parler d'un style propre beauharnais qui est très clair, des tons très pastels, etc. Aujourd'hui, après 15 ans de travaux dans les archives, on sait que ça c'était complètement faux et qu'il faut seulement un peu gratter sur les surfaces pour retrouver les coloris qui étaient là. Vous voyez ici en bas à droite plusieurs essais sur la porte pour repeindre ça. On n'a pas pu restaurer la pièce entièrement parce qu'il y avait des manques sur la surface, mais on a restitué les décors avec certaines fenêtres archéologiques. Et vous voyez ici l'état après la restauration des murs qui montre que ce palais était beaucoup plus sombre comme que nous l'avons cru et aussi connu dans tous les livres. Ici, on a restauré aussi les grands armoires des bibliothèques que Eugène a demandé de lui envoyer aussi à Munich, mais malheureusement ils sont tellement énormes que ça n'a pas pu se faire. Et c'est une pièce dont on travaille encore aujourd'hui. On sait par l'inventaire de 1817 qu'il y avait par exemple pas ce lustre-là, mais une lampe à lentilles en bronze doré. Ce qu'on cherche sur le marché de l'art, une qui est très très bien décrit avec des chaînes, avec des signes, etc.
Du coup, on a beaucoup de temps et dès qu'il se présente la possibilité, l'ancien ambassadeur von Neuenskjöld a créé une société des amis et de bienfaiteurs de l'hôtel Beauharnais qui nous aide dans notre recherche et qui nous aide par exemple à faire certains achats que l'Allemagne ne fait pas forcément pour remplacer ça. Par contre, l'État ou le ministère des Affaires étrangères a alloué une somme annuelle pour l'entretien du palais qui nous permet quand même à faire des travaux assez conséquents comme ça. Là, vous voyez dans cette petite gouache de Vernet-Tirbout, vous voyez la lampe à lentique qui est là à travers la porte. Et vous voyez sur droite un petit dessin d'un tapis en moquette de l'entreprise Amo qui a été racheté par M. Samoyo pour les collections du mobilier national qu'on a pu voir ici et qui correspond à la description d'un tapis en moquette qui se trouvait là en 1817. Et on a pu le rétisser grâce au mécénat de notre société des amis et bienfaiteurs. Et là, vous voyez maintenant la pièce qui est devenue très sombre, plus blanc, etc. On a recréé ce jeu de rideaux avec les plis magnifiques, comme c'était décrit dans l'inventaire. Vous avez maintenant ce tapis, un tapis pas tapis à moquette, dont on sait qu'il a couvert à l'époque toute la pièce. Il était aussi, cloué sur les bords. On a toute cette évidence historique. Par contre, c'est une pièce, comme c'est au milieu aujourd'hui de la résidence, ça sert comme salon de passage, par exemple, pour le 3 octobre, où il y a une grande fête pour la fête nationale dans le jardin. Et du coup, il fallait avoir une solution qui nous permet d'enlever ce tapis. Du coup, on a opté pour l'option de faire un tapis de milieu le plus large que possible, mais quand même qu'on puisse enlever et plus avoir ce tapis qui couvrait toute la pièce, qui était là, comme dans toutes les pièces. Mais ça, c'est des concessions que nous, on est censé faire aussi pour le bon fonctionnement de cette maison. Vous avez à côté une pièce qui est la grande salle à manger. C'est l'ancienne galerie du Prince Eugène qui a beaucoup changé d'allure depuis 1817, qui était cloisonnée à la fin du 19e siècle et seulement rouvert en tant que grande salle lors de la restauration de 1963-67. C'est une pièce surtout où nous on garde tel qu'il était comme un monument de l'interprétation du style empire, parce qu'il y a sur le mur plus rien, il n'y a plus de les boiseries, etc. La seule chose qu'on a pu retrouver, c'est une cheminée qui, dans certaines parties, provenait de l'ancienne galerie. Et si je vous montre, seulement parce que c'est tellement ravissant, un projet de ce décorateur, M. Leder, pour ce salon, tel qu'il s'imaginait ça dans les années 60. L'ambassade nécessitait une grande salle à manger. On a pensé aussi à mettre un espèce de pavillon à la Miss Fandaro dans le jardin qui donne sur la Seine. Ça, c'était heureusement pas permis. Et du coup, on se souvenait que ici, au rez-de-chaussée, il y avait une fois une grande galerie. Au lieu de 5 fenêtres, on a coupé une fenêtre pour créer une cuisine de service. Et aujourd'hui, vous avez ce salon-là. Je vous montre ce petit dessin, surtout parce que vous avez au fond une cheminée qui était historiquement là, que vous ne voyez pas là. Il y avait une table console et c'était une cheminée qui provenait des collections de l'hôtel de Beauharnais que dans les années 60, pour X raisons, on ne voulait pas mettre dans cette salle à manger. Monsieur Leder, il proposait aussi de le mettre sur notre partie du mur. Vous voyez toute cette recherche dans la décoration, dans les boiseries, etc. Et à la fin, c'est seulement nous qui l'ont retrouvé et qu'on a pu, avec les monuments historiques, le remettre à la place que le décorateur, il en avait pensé de le mettre dans les années 60, mais qui n'était plus la place de cette cheminée que Eugène a connue. Et vous avez ici un petit dessin qui se trouve au musée des arts décoratifs. C'était une des cheminées les plus importantes de l'époque de l'Empire, avec un frise en bronze doré de Fauchère, et qui était au 19e siècle réduit et coupé, si je puis dire,
par l'architecte Hittorf qui travaillait pendant toute sa vie pour l'ambassade de Prusse à Paris. Et en 2004, je crois, on a pu remettre cette cheminée dans une salle à manger. Alors vous voyez, il y a plein de couches historiques qu'il faut respecter et qui ne sont pas toujours faciles à déterminer quelle période on va pour quelle pièce accepter. Et du coup, nous, je trouve, le plus que personnes font partie de nos conseils scientifiques et le plus que personnes discutent avec nous, le mieux c'est, parce que c'est toujours éclairant et c'est toujours quelque chose qui nous amène à réfléchir sur nos propres décisions. Du coup, aussi le temps, ça veut dire au début 2002, on était toutes énergétiques, on pensait qu'on fasse plus de salons plus vite. Et aujourd'hui, on voit, ça fait 15 ans, on a fait 5-6 salons. Et parfois, il y a des projets qui durent 4 ans, mais qui chaque fois nous mettent quand même à réfléchir sur nos décisions. Et je trouve que c'est très bien. On monte au premier étage. Et je vous parle brièvement de notre projet actuel, qui est la restauration du grand salon, qui s'appelle Salon des 4 saisons, qui est bien décrit dans l'inventaire de 1817. Vous avez ici une vue du salon comme il était quand on a commencé notre projet, très richement décoré, avec des boiseries, avec un plafond dont on sait qu'il est de Hittorf, qui date des années 1840. Hittorf a dû remplacer tous les plafonds de l'époque de l'Empire parce qu'il était dans un très mauvais état. Il les remplace par ici un salon aussi richement décoré comme celui de l'époque de l'Empire, mais dans d'autres pièces, il y avait des plafonds peints qui lui remplacent par des plafonds en papier mâché et doré. Cette pièce-là, ça c'est seulement pour vous montrer un peu l'inventaire, c'est vraiment très 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 précis, mais je passe tout de suite. C'est une pièce où on a fait aussi des sondages de peinture par l'entreprise Arcoa il y a déjà en 2011. Alors là, en 2015, seulement pour vous montrer un peu les délais que ça représente. Après, il y a plein de réflexions. Il y a aussi naturellement une réflexion à l'intérieur de l'ambassade et avec l'ambassadeur et avec l'administration à Berlin pour trouver les fonds, pour trouver aussi un moyen d'adapter certaines restaurations à un fonctionnement quotidien. Ça veut dire si nous on veut restaurer, il y a une grande partie de l'hôtel qui est quand même pas accessible pour l'ambassadeur qui normalement reste 3 ans et qui a besoin de ça pour son travail quotidien. Et du coup, c'est très bien d'avoir un peu plus de temps pour faire ça. D'après ce sondage, nous avons fait une simulation des peintures telles que nous croyons que ça va être le cas par l'entreprise Arcoa qui a mis énormément de moyens là dans cette simulation. Vous voyez sur la photo sur la droite que aussi on a coloré les pilastres dans le reflet du miroir. Ça c'était pour convaincre l'administration et l'ambassadeur que le résultat de cette pièce va être extraordinaire. On avait tout le monde quand même un peu hésité parce que c'est la pièce phare de l'époque. Mais par contre, ces sondages nous donnaient quand même beaucoup de l'appétit pour commencer une restauration. Et je vous montre seulement, vous faites attention à la supraporte qui a ici un fond clair, etc. Nous avons commencé les restaurations avec l'architecte en chef des monuments historiques, M. Mouton, et après l'entreprise Mériki Carrère, il y a l'année dernière, en été, on avait plusieurs mois, on a fait des sondages plus grands, plus larges, que ce n'était pas possible de le faire avant le début de projet, parce que le salon est utilisé. Et ça, ce salon, je vous montre ça, ce sondage, c'est à peu près le résultat des sondages de peinture plus larges. Et je vous montre à droite, c'est une photo des boiseries du cabinet Platine que Percier et Fontaine ont créé en 1803 pour le roi d'Espagne. Et pour nous, c'était très évident que ce support ici de bois avec des platines ou des bronzes dorées, c'est à peu près le même effet comme si vous mettez des décorations sculptées et rehaussées d'or sur ce support plus sombre que le blanc et le rosé qu'il était. Ça, c'était en travaux de restauration.
il fallait restaurer les supraportes, ça se voyait quand on a commencé, et quand on a enlevé les supraportes, on a enlevé une partie des boiseries, ici un pilastre. Vous voyez que sur la photo droite, on a redécouvert que le fond ou la bordure de ces supraportes était dans un gris bleuté très 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 profond. Ce qui nous a amené tout de suite à faire des sondages plus larges. Et là, je vous montre les résultats. Et les supraportes étaient bien sur un fond très, 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 très sombre. Une des raisons, ça c'est maintenant comme le salon se présente, vous voyez de le premier état de cette idée avec la simulation jusqu'à la réalisation, il y a quand même des changements de coloris. À la fin, la pièce est beaucoup plus lumineuse qu'on croyait, moins gris sombre et par contre beaucoup plus élégant que la version avant. Il y a plein de petits détails que je ne peux pas vous parler aujourd'hui. Un des détails qui nous amène aussi à l'utilisation quotidienne, c'est la luminosité, la lumière des pièces. Ici, vous voyez sur le côté gauche, c'est l'état de ce salon en 1867 lors de l'exposition universelle. Hittorf, avant sa mort, il a fait des grands travaux pour embellir le palais et il a surtout rajouté énormément de lumière dans le salon des 4 saisons. Vous avez un lustre central avec 4 petites lustres dans les coins. Il a doublé les appliques sur les pilastres et elle a amené que de 102 bougies et on est arrivé à 338. Quand vous faites des photos, et ça je vous montre sur la droite, vous avez cette barre de lumière et plein de lumière, etc. Dans l'inventaire de 1817, on voyait quand même qu'il y avait énormément comment on dit, oui, il y avait beaucoup moins de luminosité. Il y avait certaines parties où il n'y avait pas des appliques, il n'y avait pas les 4 lustres dans les coins. Et nous avons toujours ce problème entre une vérité historique, un inventaire qu'on aimerait bien suivre, et une utilisation quotidienne des gens qui vivent dans ce palais et qui, aujourd'hui, on a besoin un peu plus de lumière qu'en 1817. Aujourd'hui, vous voyez que maintenant, on n'a pas pu se décider avec l'architecte des monuments historiques et l'ambassade. On est hésitant. Est-ce qu'on remet les 4 petites lustres dans les coins parce qu'on les a besoin, parce que c'est pas assez lumineux, ou est-ce qu'on les enlève? Maintenant, on est sur une stade intermédiaire qui satisfait personne parce qu'on a laissé 2 sur un côté et sur un autre côté, on les a enlevés. La plus grande partie des gens qui entrent dans la pièce ne le remarquent même pas parce que c'est tellement riche et quand il y a énormément de gens, mon point de vue sur ça, c'est un peu moins la luminosité qu'on pourrait peut-être aussi arriver avec des lumières plus modernes, etc. C'est surtout un message qui est occulté par ces 4 petites lustres que vous voyez sur la photo droite. C'est cette lecture de l'iconographie, c'est quand même une des décorations peintes les plus importantes de l'époque de l'Empire ici à Paris. Et quand vous mettez les lustres, vous ne pouvez plus lire le message iconographique sur les supraportes. Alors du coup, il faut trouver maintenant, on est sur un stade qu'on a laissé les 2 et on va voir, après avoir remis les draperies et les rideaux, où on peut aller et ce qu'on aimerait bien faire et ce qui est le mieux pour ce salon qui est certes un plafond de l'époque de Hittorf 1840 qui avait une décoration complètement de l'époque de Hittorf 1867 qui était restaurée vers 1908 et encore une fois dans les années 60 qui a gardé cet aspect-là et que nous on a maintenant dans le retrouvaille de la polychromie des boiseries de l'époque de l'Empire un peu mis en déséquilibre et on faut trouver dans cette logique de notre projet de restauration, on devrait les enlever. Après, pour la vie quotidienne, il faut qu'on voit ce qui est le plus probable. On va faire aussi, je dois me dépêcher maintenant, on va restaurer naturellement aussi
Les sièges, ici vous voyez, on a enlevé, on a dégarni un siège, on a retrouvé qu'ils étaient quand même beaucoup changés au cours du 19e siècle. On a enlevé une partie de la sculpture. Ce qu'on va remettre, on va remettre les châssis sur ces fauteuils tels qu'il était décrit dans l'inventaire. On a aussi enlevé énormément de choses. On savait qu'il y avait un canapé qui était au milieu de la pièce et on travaille surtout avec l'entreprise Tassinari Châtel et sur la restauration ou la réfection d'un tissu dont on ignore vraiment l'aspect visuel comme il était. On a la description dans l'inventaire de 1817. On sait que c'était un gros nappe brodé en plusieurs couleurs avec un motif qu'on ne connaît pas, mais par contre, on sait que c'était dans une couleur qui était le gros bleu, qui est dans plusieurs États connus, surtout à Compiègne, dans ce motif, le goût turc, qui se trouve pour la bordure aussi dans les collections de Tassinari et Châtel. Et là, vous voyez un peu l'état intermédiaire. Ça s'est passé en décembre dernier et on est maintenant sur le stade de retisser un motif qui était sous l'Empire brodé pour l'impératrice à Fontainebleau. Ça, c'est 1808. C'était dans le salon jaune à Fontainebleau, qui est fané, qui était dans une couleur amarante. Et nous avons cherché un motif qui était certes tissé sous l'époque de l'Empire, mais que nous, on va pour l'utilisation quotidienne de ce salon, tisser les motifs seulement. Et je crois que l'effet va être, j'espère, magnifique. On est maintenant sur les premiers essais et vous allez voir, quand vous allez retrouver le salon, qu'il va retrouver une grande partie de ce coloris de gros bleu avec un motif et une soirée qui est vraiment splendide. Aussi ça, il y a certaines parties où on fait des concessions. À gauche, vous avez les rideaux de vitrage de l'impératrice qui se trouvent encore dans les réserves à Fontainebleau, qui sont richement brodés. On sait qu'à l'hôtel de Beauharnais, il y avait des rideaux de vitrage probablement semblables, mais pour des raisons budgétaires, on ne peut plus faire ça. Alors on fait des rideaux de vitrage qui sont aussi brodés, mais machinalement. On va retrouver par contre toutes les draperies et les passementeries telles qu'elles étaient décrites dans l'inventaire de 1810. On s'amuse aussi à retrouver certains objets. Et après, je termine. Là, vous avez ici, sous les regards critiques de le professeur Otto Mayaki au fond du miroir, vous avez un pendule dont on sait qu'il était enlevé par Eugène ou envoyé à Munich pour Eugène par son intendant en 1817. Et ça, c'est la pendule qui normalement devrait être dans le salon, qui se trouve aujourd'hui dans les collections royales en Bavière, au château de Nymphenburg, qui était remplacée par les ambassadeurs russes au cours du 19e siècle par une pendule aussi riche de Tomir, mais qui, avec ses formes plus souple et avec ce motif de flore et saphir va beaucoup mieux avec les magnifiques tableaux de l'école de Girodet des 4 saisons. Et c'est avec ça je termine aujourd'hui. Et ça, c'est encore un salon qu'on a restauré. C'était le salon rose tel qu'il était connu pendant 40 ans et le salon cerise après les restaurations qu'on avait fait. Et je vous remercie de votre attention. J'aime beaucoup comment on passe de la rose à la cerise en un claquement de doigts. Merci. En tout cas, je vous recommande, comme le disait Jörg, vous pouvez le visiter. C'est un endroit totalement enchanteur puisqu'on est dans un bain fascinant, décoratif de 19e, revu par le 20e siècle. S'il y a des questions, on ouvre la discussion. Attendez, micro. Je voudrais savoir s'il y a certains objets qui provenaient de cet hôtel et que l'on retrouve à Rennenberg. Non, à Rennenberg, non. Non. Non,
je ne crois pas. Une grande partie des objets étaient amenés par Eugène à Munich et qui décorait son palais, qui s'appelle Palais Leuchtenberg, qui était détruit pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais dont on avait enlevé le mobilier, et par une vente de son héritier à la famille royale Bavière, qui se trouve aujourd'hui dans les salons du duc de Bavière, dans son aile privée au château de Nymphenburg, où il y a aussi, par exemple, le premier mobilier de Joséphine, de l'hôtel de Victoire, que vous avez pu voir. Cet hôtel, l'hôtel des Victoires à Paris, il a été dans le quartier de la Chaussée d'Antin et il n'en reste plus rien. Non, mais le meuble. Quand vous dites que c'était la première fois que c'était pour les portes ouvertes, en 1984, on pouvait visiter l'hôtel de Beauharnais. Ah, ça je ne savais pas. Je l'ai Magnifique. visité, c'était la première année des portes ouvertes et c'était ouvert, oui, oui. On pouvait, en ne mangeant pas, on pouvait partir du Conseil d'État, faire le tour en passant devant la Concorde et faire tous les hôtels des rues de Varennes, rue de Lille, etc. Rue de Grenelle, Varennes. Oui. Je pense qu'avec Vigipirate, maintenant, c'est plus possible. Et maintenant, tout le monde connaît et il y a des foules, c'est plus possible. Non, il faut dire aussi que je trouve que c'est très bien d'ouvrir le palais. Pour certaines pièces, d'amener énormément de monde. Je ne vous avais pas montré les deux joyaux qui sont la salle de bain et les boudoirs turcs. oui, vous ne pouvez si, pas amener énormément de monde toute une journée, etc. Mais par contre, ils ont fait l'effort de faire des visites guidées tout au long des journées du patrimoine et qui avaient un grand succès. Et comme vous le dites, maintenant le lundi, parce que par hasard, en allant dans une boutique de mode, la dame, Madame de Kerr, je ne sais plus quoi, me dit qu'elle fait visiter tous les lundis, elle fait visiter l'hôtel de Beauharnais, mais il faut s'inscrire par Internet. Tout à fait. Une autre question? Juste les peintures du Salon des 4 saisons, vous les avez retrouvées en bon état ou vous aviez... C'était dans un très bon état et on a même trouvé ici ce que vous voyez, je ne vais pas montrer, on a trouvé par exemple les 4 esquisses qui étaient dans une collection privée qu'on a pu acquérir avec l'aide de notre Société des Amis qui se trouve aujourd'hui dans l'hôtel de Beauharnais. Et je vous montre un peu, les 4 saisons étaient dans un bon état. Il y avait naturellement, c'est une histoire d'une palais, 200 ans, il y avait parfois des dégâts, etc. Ça, on a trouvé toutes les archives, mais les 4 saisons étaient dans un bon état. La seule chose qui a changé, vous voyez ici encore... Hittorf, il a rajouté des petites baguettes dorées qui étaient plusieurs fois retravaillées et nous on a pu, si vous voyez ici sur le détail comme ça, les enlever. Alors ils sont seulement tenus maintenant par ces pilastres. Mais ils sont dans un très bon état. Mais elles étaient recouvertes. Elles ont été recouvertes à un moment complètement ou pas? Non. Je sais pas. Ah non, elles n'avaient non. jamais été recouvertes. Non, ils étaient couverts pour une certaine partie. Ici, vous voyez sur le côté gauche, c'est l'état que Hittorf a créé à la fin des années 60, avec ce blanc et le rosé. Et à la fin, il a amené à embellir un peu, enrichir le palais en mettant des baguettes dorées que vous voyez un peu comme ça tout autour des grands tableaux. Et pendant les travaux de restauration de l'année dernière, on les a enlevés. On a vu qu'il y avait même certaines parties de la peinture qui étaient cachées sous ces baguettes. On a pu restaurer les 4 saisons et du coup c'est un peu plus sombre. Une dernière question? Bon, on va peut-être passer. On fait une toute petite. Pour les voilages, est-ce que c'était comme il y a quelques années, même plus de 30 ans, à Malmaison, il y avait des voilages qui étaient brodés, c'était du coton, mais c'était des voilages qui étaient, oui, en coton brodé. Comment ça s'appelle? Il y a un nom. C'était ajouré, vous voyez, tout. Et Bernard Chevalier, ou son successeur, M. Amaury, m'a dit que quand ils auraient de l'argent, ils referaient cela, en coton brodé. C'est ça, oui. Mais eux, ils ont probablement les originaux qui peuvent refaire.
Et nous, on n'a pas ces origines-là. Du coup, on peut se permettre parfois de prendre quelque chose qui est un peu moins coûteux, mais qui a peut-être un effet semblable. Oui, parce que ça occultait un peu le jour. Merci, nous allons faire une toute petite pause technique et on enchaîne. Nous allons continuer avec une autre résidence importante, l'ambassade, la résidence de l'ambassadeur américain, avec Candice Nansel, qui est une fidèle des relations franco-américaines, puisque ça fait plus de 25 ans qu'elle œuvre aux relations entre les deux pays. Elle a beaucoup travaillé dans les domaines commerciaux, humanitaires, diplomatiques et culturels. Elle est en poste à l'ambassade d'Amérique à Paris depuis avril 1998. Elle y est responsable de la collection du programme du patrimoine culturel ainsi que du centre George C. Marshall, hôtel de Talleyrand. Et depuis janvier 2009, autre action importante, elle est également présidente de l'American Friends of Chantilly. C'est une association reconnue philanthropique, reconnue par le gouvernement américain et par l'Institut de France. Voilà, je lui laisse la parole tout de suite et on continuera avec les questions après. Merci Marc. Tout le monde m'entend ? Mesdames et messieurs, chers amis, bonsoir. Je suis très honorée de cette invitation à participer aux rencontres des Gobelins. Et je veux tout d'abord remercier Marc qui m'avait invité à intervenir au sujet des restaurations du patrimoine français du département d'État américain à Paris. Je suis aussi contente de me retrouver à côté de Jörg Ebling, avec Ulrich Leben et tant d'autres nous ont conseillés et guidés dans nos démarches. Ils nous ont tellement aidés avec leurs vastes connaissances et expériences dans le domaine de la restauration, mais aussi avec leur gentillesse et leur générosité de cœur. Qu'ils en soient de nouveau remerciés. Bravo aussi, le programme de rencontre des Gobelins. C'est une excellente initiative et c'est un honneur pour moi et pour le département d'État américain d'être ici devant vous ce soir. Je dois vous confier que je suis un peu, même beaucoup terrifiée, car la langue française n'est pas ma langue natale. J'espère que vous me pardonnerez des erreurs. Ce soir, je vais partager avec vous le privilège que j'ai eu de voir naître un programme de patrimoine culturel au sein du département d'État américain. En effet, j'ai pu travailler ces derniers 15 ans avec le concours de nombreux conservateurs, chercheurs, restaurateurs et artisans français. Le travail accompli par le département d'État américain dans le domaine de la restauration du patrimoine français à Paris n'aurait pas pu avoir lieu sans cette collaboration étroite et fructueuse avec tous ces professionnels et passionnés. À la fin de ces quelques moments passés ensemble, j'espère nous pouvons imaginer des collaborations futures qui permettront notre programme d'aller encore plus loin dans ses efforts au bénéfice du patrimoine français. La France, et plus particulièrement Paris, avec son riche patrimoine culturel, a toujours joué un rôle très important dans les relations entre nos deux pays. Depuis la naissance de notre pays et pendant plus de 150 ans, nos diplomates américains à Paris et dans le monde entier étaient responsables en leur nom propre financièrement du fonctionnement de leur poste diplomatique. Il fallait donc bien des fortunes personnelles pour être diplomate à l'étranger. Entre 1778 et 1926, nos diplomates ont occupé des centaines de logements et bureaux à Paris, sans jamais être propriétaires. Franklin lui-même s'est installé dans 5 différentes habitations avant de s'installer à l'hôtel de Valentinois à Passy. Suite à de nombreuses plaintes
et critique d'ambassadeurs, le gouvernement Taft passe en 1911 le Loudon Act, qui ouvre une ligne budgétaire pour financer des opérations des diplomates à l'étranger. Mais ce n'est qu'en 1926 que notre ambassadeur à Paris, Myron Herrick, avec ses collègues à Washington, pousse le vote du gouvernement Coolidge pour une autre loi, le Foreign Buildings Act, qui formalise un programme et de l'argent conséquent pour acheter et construire des chancelleries sur le sol étranger. En 1928, un terrain prestigieux et suffisamment grand pour construire une chancellerie est acheté sur la place de la Concorde. On peut dès lors rassembler une quinzaine de bureaux à Paris sous un même toit. Après 5 ans de travaux, la chancellerie ouvre ses portes en 1933. Après les années troublantes des 2 guerres mondiales, une expansion fulgurante des énergies et moyens mis à la disposition pour aider la reconstruction économique de l'Europe vont surgir et plusieurs édifices du patrimoine européen sont achetés ou négociés en tant que contrepartie de dettes de guerre. Voici quelques exemples. Vous avez la Palazzo Margherita à Rome, le Petschek Palace à Prague, l'hôtel de Rothschild au 41 Faubourg Saint-Honoré à Paris et l'hôtel Saint-Florentin, que l'on nomme également l'hôtel de Talleyrand. Cette photo du 2 rue Saint-Florentin est prise en 1948, au moment où le programme de reconstruction économique européenne, le plan Marshall, débute et les bureaux de l'administration américaine du plan Marshall vont s'y installer. La reconstruction économique est la priorité et donc l'hôtel de Talleyrand et l'hôtel de Rothschild, autrefois des résidences somptueuses, vont être transformés en bureaux et véritables nids d'abeilles au service de ce nouvel effort. La peinture blanche partout, les bureaux les uns sur les autres et bien sûr les cloisons là où il n'y en avait pas avant. C'est un vrai sacrilège. Mais quand même, il existe déjà à cette époque un lien entre le mobilier national français et le département d'État américain. En effet, le mobilier national, en 1948, a mis à la disposition de Averell Harriman, représentant du président Roosevelt en charge de l'administration du plan Marshall, du mobilier pour ces salles de réunion qui se trouvent dans l'hôtel de Talleyrand. Il met aussi à la disposition du mobilier. Oui, après-guerre, le mobilier national, qui dépend de la Direction générale des arts et des lettres, s'est tracé une ligne de conduite en confiant aux décorateurs modernes le soin de meubler les postes de commandement, entre guillemets, de la 4e République. C'est ainsi que M. Harriman va recevoir en prêt cet massif bureau de lac ivoire par Arbus et ses fauteuils de Leleu. Ces meubles étaient destinés au bureau de Jacques Jaujard, directeur général des arts et des lettres, mais seront confiés à M. Harriman grâce à Bernard Schotter. Ce même mobilier sera mis en exposition, grâce à Bernard Schotter, bien une demi-siècle plus tard, ce même mobilier sera mis en exposition au centre du George C. Marshall pour les commémorations du 60e anniversaire du plan Marshall. Un beau partenariat. Revenons à nos moutons. Avec une boulimie d'acquisition de propriétés pendant 3 décennies, le département d'État
n'a pas vraiment à cette époque une vision et une gestion de son patrimoine culturel. Comme nous pouvons imaginer, ces édifices historiques commencent à se dégrader. Et là, il va se passer 3 événements qui vont orienter le développement du programme du patrimoine culturel au sein du département d'État. Le premier événement, une découverte. Une statue de Vénus sortant de son bain, Césarini, Vénus de Giambolone, sculpteur du XVIe siècle, sera découverte dans l'ambassade à Rome. Et quelques années plus tard, dans cette même ambassade, les services de maintenance vont tenter de creuser un parking sous un immeuble et vont tomber nez à nez sur un cryptoportico qui a été bien caché depuis le temps de Jésus-Christ. Poussé par, vous pouvez imaginer, les experts locaux romains, le département d'État prend véritablement conscience de leur responsabilité à restaurer et respecter le patrimoine culturel. Une décision est prise de restaurer la statue avec les spécialistes à Rome, car elle est la seule Giambolone à Rome. Avec les fonds privés, ils ont également changé son emplacement au sein de l'ambassade pour qu'elle puisse être vue par les citoyens de Rome depuis la Via Veneto. C'était un geste de diplomatie culturelle. Le deuxième événement important dans le développement du programme des patrimoines culturels au gouvernement américain sera le recrutement au sein du Foreign Buildings Service Bureau, propriétaire des immeubles appartenant au département d'État, une femme visionnaire, Madame Vivian Woofter. Le recrutement de Madame Woofter, venant de l'équipe de la Maison-Blanche en charge de la décoration intérieure, sera capital pour le programme qui est encore très pas reconnu. Une vraie battante avec les gants de velours. Très vite, Madame Woofter va se rendre compte de l'importance des bâtiments et objets appartenant au département d'État, non seulement à Rome, mais dans les autres pays où on est présent, le département d'État américain. Elle œuvre dans les années 80 pour lancer avec Sotheby's un programme d'identification et d'estimation de la valeur de la collection qui sera décliné dans les catégories suivantes. Le beaux-arts, peinture, dessin, estampille, les finitions décoratives, papier peint fait main, peinture spécialisée, décor en pierre et marbre, du mobilier et les objets décoratifs, et bien sûr les décors, les cheminées, chandeliers et les boiseries. Voilà notre univers. Parmi les 265 missions à l'étranger, 17 000 objets vont être mis dans cette collection et une valeur estimée par Sotheby's de 100 millions de dollars. Plus de 2000 de ces objets se situent en France et sont éparpillés dans 16 bâtiments différents. Le troisième événement qui va secouer le département d'État est arrivé en 1994. Un incendie important dans le Palazzo Bosch à Buenos Aires. Ce sinistre va ouvrir les yeux à Washington du problème de l'entretien et aussi du coût énorme de la restauration des palais et autres bâtiments historiques du département d'État. Il est décidé que les réparations de la structure et infrastructure des bâtiments seront prises en charge par l'État. Mais les décors
et objets historiques doit être financé avec de l'argent privé. Sous cette formule et sous la direction de Mme Woofter, 2 grandes campagnes de restauration vont être engagées. Le Palacio Bosch, bâti en 1911 par l'architecte français René Sergent, avec les intérieurs dessinés par André Carlian, est un monument au classicisme français. Sa restauration sera menée sous le conseil du grand spécialiste argentinien Fabio Grementieri et prendra 6 ans. Nombreux spécialistes français et internationaux vont suivre le projet avec beaucoup d'intérêt. Voici quelques photos. Fabio, dans un moment un peu amusant. Bien sûr, les travaux de maçonnerie, et l'extérieur et l'intérieur, qui vont être pris. Les reprises de décors de polychromie. Des restitutions des tissus. Ici, on voit un salon avec le tissu choisi. Ici, on le voit une fois restauré. Pareil pour cette pièce-là, qui s'est transformée en grande salle de réunion. Le deuxième projet, le deuxième grand projet de restauration va avoir lieu à Paris. Et c'est l'hôtel de Saint-Florentin, dit hôtel de Talleyrand. Dessiné par Ange-Jacques Gabriel en 1767, il finit en 1769, les décors intérieurs seront signés Jean-François Thérèse Chalgrin. Cet hôtel particulier, commissionné par le comte de Saint-Florentin, verra le concours des meilleurs artistes de l'époque. Guillaume Coustou, Étienne-Pierre Adrien Goy, François-Joseph Duret, Denis Coulongeon, Joseph Prévost, Jean-Simon Berthélemy et Hubert Robert. Pendant 2 siècles, les décors du XVIIIe siècle seront la scène de nombreuses réunions politiques, culturelles et sociales. À la mort de Talleyrand, qui va y vivre entre 1812 et 1838, Victor Hugo écrira « Dans ce palais, comme une araignée dans sa toile, il a attiré et capturé un par un les héros, les penseurs, les vainqueurs, les princes, les empereurs et tous les insectes dorés et scintillants qui bourdonnent au fil de l'histoire de ces 40 dernières années. Seulement 10 pièces seront incluses dans la campagne avec leurs décors du XVIIIe et du XIXe siècle. Ces 10 pièces servent déjà comme salle de réception et de réunion pour l'ambassade américaine. Une étude historique et un cahier de charges pour la restauration sera minutieusement merci, élaboré, et là je tiens à signaler la personne en question, par Robert Carlian et Fabrice Ouziel. Et Fabrice est avec nous ce soir, je suis ravie. Si vous avez des questions techniques, c'est à s'adresser à Fabrice. Fabrice était avec ce projet pendant les 10 ans de restauration entre 2000 et 2010. Bon, en fait, cette étude sera faite et va décliner les différents aspects de la restauration et vont nous aider avec les décisions à prendre. J'ai parlé de Fabrice Ouziel, mais aussi Robert Carlian il avait 94 ans, quelque chose comme ça, et il va travailler avec nous. En fait, c'est le fils d'André Carlian qui a fait le Palais Bosch à Buenos Aires. En fait, cette étude historique met la main sur l'inventaire du décès du comte Saint-Florentin. Et cet inventaire sera un document précieux pour la restauration des décors du XVIIIe siècle.
Nous avons été conseillés également par de nombreux conservateurs et spécialistes des musées de châteaux, Versailles, Fontainebleau, Chantilly. Je tiens à remercier aussi Hermine Clairet, photographe du projet, qui, pendant les 10 ans, s'avérait très disponible et avec un talent pour capturer beaucoup de moments forts de ces 10 ans de restauration. Voici juste une photo des conservateurs Yves Carlier de Versailles, Vincent Droguet de Fontainebleau et Jean Vité, qui était anciennement Mobilier National, je crois. Bien sûr, ils sont en train d'étudier des panneaux provenant du pavillon de Madame du Barry à Louvciennes. Et ces panneaux ont été mis dans le bâtiment par la famille Rothschild. On voit ici Jörg Eveling avec Ulrich Leben, avec aussi Fabrice Ouziel et le sculpteur des ateliers de la Chapelle. Je me fais plaisir à revoir toutes ces photos. Je pense aussi pour Fabrice. Ici, on voit aussi Anne Forêt-Carlier du Musée des Arts Décoratifs avec Bertrand Duvigneau du World Monuments Fund. Ils nous ont aidés énormément avec le choix des tissus et la recherche des mécènes. Ces restaurations de décors historiques vont être possibles seulement avec les fonds privés récoltés par projet. Nous devons tous aux entreprises, organisations et particuliers mécènes. Sans mécènes, il n'y a pas de restauration. Hubert de Givenchy a compris cela. Et il nous a aidés, il nous a conseillés dans nos démarches et même sollicité des donations pour le projet. Aucun projet de cette envergure n'aura pas sa multitude d'analyses et de discussions autour des décisions à prendre. Ici, Gilles Perrault, qui travaille avec une restauratrice sur les panneaux peints. Puis, grâce au travail dévoué des artisans et restaurateurs, les décors vont retrouver leur dignité et allure d'autrefois. Ici, quelques photos, les ateliers de la Chapelle, j'adore cette photo. Ici, nous avons Francine Van Hersten et Roberta qui ont travaillé sur des panneaux. La restauration est effectivement remarquable. On voit également ici un panneau qui a été, où on ne voit pas du tout la dorure, qui a été retrouvé sous la peinture et remis en évidence par la restauration. Ici, on voit un dessus de porte d'une petite fille, effectivement en très mauvais état avant la restauration. On voit pendant et après cette restauration. Bien sûr, phase finale, la recherche des tissus dans les archives de Tassinari et Châtel et Presles. Des essais de tissus avec Michel Chauveau. Aussi les essais de passementerie avec Jérôme de Clercq, de passementerie de Clercq. Et un travail remarquable des jeunes et des moins jeunes pour mettre en place tous les tissus de ces 10 pièces de réception. Voilà, on voit maintenant un petit peu l'enfilade avec les 3 différentes couleurs qui ont, nous l'avons essayé, respecté cet inventaire de 1777 à la mort de Consin-Florentin. Nous n'avons pas eu effectivement les échantillons, donc c'était un travail d'interprétation d'un texte écrit en 1777, mais c'était les spécialistes justement comme Anne Carlier, Anne Forêt-Carlier et les maisons qui avaient effectivement des échantillons du XVIIIe siècle qui nous ont permis de découvrir et de prendre des décisions importantes. Ici, on voit la grande salle d'audience. C'était une partie importante de la restauration sur le plan d'architecture.
Normalement, cette pièce aurait dû ne pas avoir ses ouvertures au XVIIIe siècle, qui allaient vers la pièce à côté. Bien sûr, vous savez tous qu'au XVIIIe siècle, c'est en enfilade, des pièces succèdent. Merci Marc. Succèdent, mais c'est quelque chose qui a été fait par une propriétaire précédente. Donc, avec le conseil, bien sûr, des spécialistes, nous avons remis en place cette cheminée qui était autrefois dans l'autre côté de la pièce et nous avons rétabli cette merveilleuse décor. Une petite chose, si vous voyez bien au-dessus de cette trumeau, on voit les ailes d'un aigle et ça nous a beaucoup amusé. On a l'impression que c'est notre destin d'être maintenant responsable de ce lieu magnifique, sachant que l'aigle est effectivement le symbole de l'État américain. On voit ici la chambre dans son état avant la restauration et on le voit après. Alors il y a aussi, ces pièces sont utilisées comme des pièces de réception destinées à être très polyvalents pour toutes sortes d'événements. Néanmoins, on n'a pas pu résister et grâce à un mécène très généreux, on a pu mettre dans cette chambre d'apparat un lit du 18e, un lit à la turque qui était effectivement décrit dans l'inventaire. Alors, ça va surprendre Fabrice, mais tout récemment, nous avons rajouté aussi 4 fauteuils cressants qui ont été effectivement décorés avec le même tissu. Alors, c'était un projet récent et c'était en cours au moment des Journées de patrimoine. L'hôtel de Talleyrand est ouvert depuis maintenant 4 ans pour les Journées de patrimoine. Et comme ils étaient en cours, on a décidé de montrer aux visiteurs les différentes phases et étapes de cette restauration. Quelques chiffres concernant l'hôtel de Talleyrand et ce grand projet: 10 pièces, 10 ans, 3 ambassadeurs, 45 entreprises, 150 artisans, un budget de 5 300 000 $ et 120 donateurs. Courant cette deuxième restauration majeure du département d'État, une décision est prise par Madame Madeleine Albright, secrétaire d'État, de créer un registre de propriétés désignées en matière de patrimoine culturel. 20 des 3500 propriétés appartenant au département d'État feront l'objet d'un suivi particulier. Dorénavant, compte tenu de leur valeur architecturale et historique. C'est un énorme pas dans la bonne direction pour les départements d'État. Cette liste va désigner les immeubles ayant du mérite et de l'importance, soit par leur architecture, soit par leur passé et les événements qui se sont marqués leur histoire. Ce n'est pas une protection telle que les monuments historiques en France, mais une désignation qui porte garante d'une attention particulière d'entretien et de respect. Aujourd'hui, parmi les 20, 2 se situent à Paris. Une chose déterminante pour le futur du programme, ce n'est qu'en finalement 2008 que enfin un bureau et un budget sera créé sous le nom du programme du patrimoine culturel du département d'État américain, the Cultural Heritage Program. Une chose déterminante pour le futur du programme du patrimoine culturel développera de l'expérience. Une chose déterminante pour le futur du programme de patrimoine culturel et développer de l'expérience de ces 2 grands projets de restauration.
Une autre prise de conscience, la conservation et l'entretien préventif peut éviter des grandes dépenses dans la restauration. En effet, la Fondation Getty conditionne leur participation financière au programme de la restauration de l'hôtel de Talleyrand. Pour satisfaire cette obligation, nous avons créé, aidés par le British National Trust, des modules de formation de techniques d'entretien pour les immeubles et les collections. Ces modules seront développés suivant des méthodes de Waddesdon Manor. Les formations vont suivre dans chacune des propriétés du registre. Et les postes ayant des décors et des objets de valeur à l'étranger. Un manuel, au moins des modules de formation vont être également produits et une conférence sera tenue à Paris à ce sujet. Ce programme, dans son enfance, aujourd'hui, aura bien besoin de moyens financiers plus importante que le budget annuel alloué par le département d'État américain. C'est pour cela que Mme Woofter, toujours active, à plus de 80 ans, est en train de créer un fonds de roulement avec des donations privées. Son objectif, 25 millions de dollars pour solidifier le futur de son programme. Des idées de collaboration. Et là, j'arrive à la fin. J'ai songé un peu et je me disais ce serait peut-être le moment avec Marc et avec les autres acteurs du patrimoine culturel ici de penser à quelques idées de collaboration future. L'organisation, bien sûr, des visites des ambassades et des résidences ambassadeurs. Et il est possible de visiter la résidence de notre ambassadeur et également l'hôtel de Talleyrand. Prêt des objets, peintures et du mobilier pour les expositions temporaires. Nous venons de recevoir 2 demandes de prêt venant du Musée des Beaux-Arts à Lille pour un bougeot que nous avons à la résidence l'ambassadeur et aussi pour une exposition qui sera tenue à la... qui s'appelle Cap sur l'Amérique, le dernier frontière de Napoléon, qui aura lieu à Malmaison. On pense aussi peut-être à partager, et Jörg, à savoir, puisque vous avez quand même entretenu tellement si bien l'hôtel Beauharnais, mais ça serait intéressant qu'on partage peut-être les techniques d'entretien, qu'on développe ensemble, ces techniques qui sont si importantes pour le patrimoine culturel. Et puis pourquoi pas des discussions et des échanges d'informations sur les sujets suivants, sur la recherche des artisans, entreprises qualifiées et hautement qualifiées, la recherche de fonds privés, qui est, même en France, un sujet important, et comment sensibiliser les diplomates aux problèmes du patrimoine culturel, entretien, conservation et usage. Voilà, ma petite présentation prend fin. Je suis très ouvert à des questions éventuelles et bien sûr, je sais que Fabrice sera ouvert si vous avez des questions concernant l'hôtel de Saint-Florentin, dit hôtel Talleyrand. Merci. De tous les points de collaboration que vous avez soulevés, le plus difficile sera peut-être le dernier point. Et je voulais justement, peut-être qu'on a fait un certain nombre de remerciements. Alors moi, je parle de mon expérience passée, ça n'engagera pas vous, mais c'est vrai que ces politiques de restauration sont généralement possibles grâce aux ambassadeurs,
parce que tous ne sont pas sensibles à la question. Ils sont souvent sensibles, malheureusement pour nous, à des questions sécuritaires, il faut le dire. En tout cas, l'ambassade de France à Rome a été souvent empêchée d'avancer plus parce qu'il y avait des questions sécuritaires. Donc, mais ils allaient outre ces questions-là, et la plupart, pas tous, mais la plupart, considérant que la culture, c'est ce qui allait quand même rapprocher les peuples avant tout. Et c'était vraiment ce qu'on appelle la diplomatie culturelle. C'est pas uniquement des grandes choses, c'est aussi permettre que des spécialistes, que des questions d'usage, des questions culturelles, patrimoniales, permettent des rencontres à la fois techniques, scientifiques et importantes de ce type. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut avoir une pensée pour ces personnages qui représentent un État dans un autre État et qui, selon leur volonté, qui n'est pas toujours le cas, il y en a certains, mais généralement, ils prennent conscience. Et il faut avoir aussi conscience que quand on fait une restauration pendant 3 mois dans un salon, ça empêche des réunions importantes, que eux, derrière, ils ont une pression politique dont on ne peut pas imaginer l'importance. Donc laisser passer 2 ou 3 petits restaurateurs ou 2 ou 3 spécialistes, ça leur coûte leur poste parfois. Donc voilà, je voulais un peu leur tirer le chapeau, parce que pour que le rapprochement culturel entre les peuples, on peut le dire, se fasse, c'est parfois aussi, non pas au détriment, mais ça demande un véritable effort. Voilà, en tout cas, merci pour les deux de l'avoir souligné, que c'est pour notre plaisir et pour ce lien historique, il y a quand même, c'est lié à des volontés à la fois administratives et politiques. Merci en tout cas de l'avoir souligné. Donc on passe tout de suite, s'il y a des questions sur à la fois les 2 interventions et sur la dernière, n'hésitez pas. Vous avez parlé de la création en 2008 d'un bâtiment culturel. Je voulais savoir s'il y avait des liens avec la fondation Mona Bismarck. Nous n'avons pas pour aujourd'hui les liens avec la Fondation Mona Bismarck. Bien, on les connaît bien, on assiste souvent à des événements qui se passent dans ce lieu. Mais pour l'instant, non. Peut-être pour un projet, souvent ces liens se tissent pour un projet spécifique. Donc, on reste très ouvert. Oui. Parler de... Je ne suis pas très douée, ça a l'air de fonctionner. Oui, moi je voulais vous dire, ça n'a rien pour une ambassade ou autre, mais c'est quand même magnifique que quelqu'un avec des fonds privés américains ait pu sauver le musée du Vieux-Montmartre. Et ça, franchement... je suis désolée, mais on lui avait, paraît-il, donné une destination terrible, alors que les plus grands artistes sont passés là. Et donc, je voulais quand même le signaler. Maintenant, l'hôtel de Marne va être également rénové, qui est à côté également dans le musée du Vieux-Montmartre, dans la cour. Tout ça, c'est maintenant, on voit déjà des nouvelles expositions, mais l'hôtel de Marne va être également dans ce lot restauré. Donc ça, c'est très, très important sur un plan culturel, pour la France, pour Paris. C'est un rayonnement et merci aux Américains. Merci. Voilà. Une autre question ? En tout cas, pour rebondir à ce que vous avez dit et par rapport au projet potentiel, c'est vrai qu'on a des savoir-faire importants en France et en Europe, que ce sont des savoir-faire qui n'ont pas toujours les moyens de vivre, parce que ce genre de marché coûte très très cher, de restauration. Et c'est vrai que ça peut être un projet je ne sais pas si c'est une base de données, mais de lieu de rencontre, parce qu'en plus en France, nous avons les EPV, nous avons des métiers d'art, des maîtres d'art, donc il y a beaucoup de choses qui sont nées depuis quelque temps. Et c'est vrai qu'on puisse savoir, chaque entité puisse aller puiser dans un répertoire commun en sachant tel brodeur, tel ébéniste, tel marketeur, ça serait peut-être une idée importante. En tout cas, nous, nos métiers d'art au multinational ne s'exportent pas, on ne peut pas les amener
ailleurs. Mais en tout cas, on peut les montrer, on peut accueillir des gens dans des petits groupes de professionnels dans nos ateliers pour justement mieux connaître déjà nos objets et nos techniques. Très bien. D'autres questions? Alors, je voulais juste savoir, la publication que vous avez laissée à l'entrée, c'est quoi? Oui, excusez-moi, j'ai apporté une quarantaine de documents sur cette liste, cette fameuse liste des 20 propriétés qui font partie de la registre de secrétaire d'État. Donc, servez-vous, c'est un document qui est en fin de publication, on va en faire d'autres. Car notre secrétaire d'État a changé. C'est Hillary Clinton qui est sur ce document. Mais bon, les demeures historiques et ces merveilleux bâtiments existent toujours et vous pouvez en prendre connaissance. Merci beaucoup. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, non, on va peut-être s'arrêter là. Et on se retrouve la semaine prochaine et on se retrouve d'abord pour un verre au fond de la salle. Merci.